Marine Le Pen, on a appris évidemment ce matin cette condamnation à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec une exécution provisoire. La triple candidate à la présidentielle ne pourra donc pas concourir en 2027. Les juges en ont décidé ainsi. On va écouter la réaction de Gilbert Collard, ancien eurodéputé Rassemblement National, qui a réagi à cette peine. C'était au micro de Pascal Praud. Dans Pascal Praud et vous sur Europe 1. C'est horrible. Ça me met dans un malaise à la fois humain et juridique. C'est de la haine judiciaire, quoi. Voilà. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse à ce point mépriser la liberté de l'électeur rappelée par le Conseil constitutionnel, quoi. Je rappelle encore une fois que le Conseil constitutionnel a invité le juge à respecter, à préserver la liberté de l'électeur. Il fallait quelque chose qui nous amène au point de fracture. On y est, voilà. On y est. Dans un pays malade, il fallait qu'on arrive à un moment donné où le craquement institutionnel se produise. Et là, il vient de se produire. Voilà la réaction de Gilbert Collard, ancien eurodéputé RN ce matin sur Europe 1 et CNews. J'en profite pour vous annoncer que Jordan Bardella sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews demain matin à 8h10. Olivier d'Artigol. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, à cette condamnation. Cette décision nous fait basculer dans quelque chose dont on n'a pas le mode d'emploi. C'est totalement inédit. C'est une vraie déflagration. L'inéligibilité, à partir du moment où il y a une condamnation sur détournement de fonds publics, elle était automatique. L'exécution immédiate, elle faisait l'objet d'un débat juridique qui semblait évoluer vers le fait qu'il n'y ait pas exécution immédiate. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait entrouvert la porte sur le fait que le juge du pénal donc prenne sa décision en réfléchissant à la proportionnalité. Il fallait donc un équilibre entre une décision de justice sur une affaire qui existe, celle de détournement de fonds publics du Parlement européen pour les moyens propres au Rassemblement national, mais sans altérer notre vie démocratique avec la candidature de Marine Le Pen pour 2027, qui bénéficie dans les sondages, on le voit encore dernièrement, d'une position très installée. Donc on bascule dans quelque chose. Alors il y aura très certainement, c'est pas la fin de l'histoire sur les recours concernant Marine Le Pen, on va en parler, et il faut voir ce que ça crée dans la vie politique aujourd'hui. La présidente l'a dit, l'existence d'un système ne fait pas de doute. Marine Le Pen est au cœur de ce système depuis 2009, avec autorité. Yvan Rioufol sur la condamnation. Pour la démocratie, c'est épouvantable. Vous avez vu qu'en Roumanie, la justice a interdit aux candidats majoritaires, aux candidats favoris de se présenter. Il a même été arrêté. C'est un petit peu ce même processus qui s'est enclenché aujourd'hui. Moi, je viens de faire un blog à l'instant dans l'urgence parlant de coup d'État des juges. Parce que dans le fond, c'est un processus démocratique, un processus électoral qui s'arrête net. Lorsque le parquet national financier avait poursuivi Fillon de manière très opportune, malgré tout, Fillon avait pu se présenter. Là, Marine Le Pen, a priori, enfin, sauf s'il y a d'autres recours qui m'échappent, a priori ne pourra pas se présenter. Elle représente 37% des intentions de vote selon un sondage JDD paru hier. Donc, elle est la grande favorite. Donc, ça veut dire que déjà que nous vivons une crise permanente de la démocratie depuis un certain temps, où nous cessons de décrire précisément cette grande frustration des Français à ne pas être représentés, à ne pas pouvoir apparaître même dans les discours politiques. Pour une fois où vous aviez une personnalité politique qui prétendait être une des porte-paroles dans le fond de cette France oubliée, immédiatement on cherche à lui clouer le bec par l'intermédiaire de la justice. Et simplement, je voudrais tout de même rappeler, parce que peut-être qu'on pourrait trouver excessif que je parle de coup d'État des juges, en effet, mais c'est un coup d'État des juges qui a été permis par le législateur. C'est ceci qui est la plus grande des bêtises, c'est-à-dire que en votant la loi Sapin 2 en 2016, le législateur lui-même a autorisé à se mettre à la merci de ces juges qui maintenant, effectivement, à travers par exemple les réquisitoires infamants contre Sarkozy, montrent qu'ils sont politisés. Et je pourrais développer davantage si vous le voulez. On continuera évidemment à décrypter. En attendant, Jacques Serret, l'onde de choc, elle est considérable. C'est un véritable séisme au sein du paysage politique français. Oui, c'est un séisme, un coup de tonnerre pour l'ensemble du paysage politique, parce que nous sommes à 2 ans de la présidentielle, et que
Yvan le disait, Marine Le Pen aujourd'hui représente, selon les derniers sondages, il y a ce sondage IFOP pour le JDD qui est sorti hier, entre 34 et 37% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. C'est 10 points de plus que son score en 2022. Elle fait partie de ces quelques politiques qui dépassent les 30% potentiels au premier tour. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a seulement François Mitterrand et Nicolas Sarkozy qui ont atteint ce score. Donc c'est voilà, aujourd'hui, la candidate, la favorite de la présidentielle. Donc son empêchement décidé aujourd'hui par les juges rebat complètement les cartes et va obliger aussi l'ensemble des différents candidats, ceux qui souhaitent aller à se présenter en 2027, à se repositionner parce que ils perdent là une adversaire sur lequel il comptait, entre guillemets. Elle fait partie de ces éléments de campagne. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau. Et donc ça laisse un vide, un espace qu'il va falloir occuper. Et on ne sait pas aujourd'hui si Jordan Bardella, qui fait partie... Y compris la France Insoumise, d'ailleurs. Et y compris la France Insoumise, qui se positionnait également par rapport à Marine Le Pen. Donc là, voilà, c'est un chamboulement aujourd'hui. Total. Les cartes sont rebattues. Qui rebat les cartes et d'une certaine manière qui lance... peut-être aujourd'hui, finalement, le début de la prochaine présidentielle. Ce séisme, de cette onde de choc dans le paysage politique français, cette condamnation donc à cette peine d'inéligibilité de 5 ans et à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique pour Marine Le Pen. William Molinier, concrètement, quels sont les recours aujourd'hui de Marine Le Pen? A-t-elle la possibilité de faire appel de cette exécution provisoire? Alors déjà, sur l'appel du jugement, elle peut le faire. Elle a 10 jours pour faire appel du jugement. Dans ce cas-là, l'appel est suspensif. Donc, les 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et les 100 000 euros d'amende, eux, on n'en parlerait pas jusqu'au prochain épisode. Ce serait le procès en appel. En revanche, la règle, c'est que vu que les 5 ans d'inéligibilité sont assortis d'une exécution provisoire, cet appel ne serait pas suspensif pour les 5 ans d'inéligibilité. Sauf que, et là c'est peut-être un endroit où les avocats vont aller, c'est qu'il y a la possibilité depuis 2019, c'est un décret qui a créé cet article, l'article 514-3 du Code de procédure civile, qui prévoit que en cas d'appel, on peut demander au premier président de statuer et de revoir l'exécution provisoire s'il existe un motif d'annulation sérieux de l'inéligibilité et de l'exécution provisoire, ce qui est le cas puisque en fait l'inéligibilité a été créée pour lutter contre la récidive. Or, Marine Le Pen n'est plus eurodéputée, donc il n'y a pas de risque de récidive, de détournement de fonds publics européens pour Marine Le Pen. Et deuxième motif, s'il y a un risque de conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire que, et là elle se trouve aussi là-dedans, puisque elle aurait l'impossibilité de se présenter en 2027. Donc, je ne dis pas que ça va lui permettre de se présenter en 2027, mais c'est en tout cas un article donc du Code de procédure civile dans lequel les avocats peuvent s'engager et peuvent justement demander au premier président de revoir cette exécution provisoire de l'inéligibilité. Merci pour ces précisions, c'est plus clair. William Molinier, est-ce que vous pensez qu'elle va utiliser ce recours ? En tout cas, c'est une information intéressante que je n'ai lue nulle part ailleurs, ni écoutée. Donc ça, c'est un élément nouveau. Très certainement que l'équipe de conseil d'avocats de Marine Le Pen est au travail. Je rappelle qu'elle est invitée au journal de 20h de TF1 ce soir. Le Rassemblement national a une stratégie visant à installer une ambiance laissant croire qu'il n'y aurait pas exécution immédiate. Voilà, il ne voulait pas envisager ce scénario. Donc là, ça doit travailler, bien évidemment, autour de Marine Le Pen pour envisager les recours possibles avec cette dimension nouvelle. Il faut tout de même s'interroger d'abord sur l'abus de droit, malgré tout, de cet état de droit dont on nous dit qu'il est la perfection absolue, parce que cela empêche, cette exécution provisoire, c'est en fait une exécution à mort, c'est une exécution qui n'est pas provisoire du tout, elle est immédiate, et elle empêche précisément l'appel suspensif. Donc il y a quand même là, du strict point de vue juridique, je sais que ça a été adopté par le Parlement, mais il y a quand même une aberration juridique. Et d'autre part, cela met en cause, malgré tout, l'ordre public. Je pense que c'est une notion qui doit venir également à l'esprit de tous les
de tous les gens sensés, il y a une sorte d'irresponsabilité de la part de la justice, me semble-t-il, à avoir à ce point à provoquer par cette violence démocratique toute une partie d'un peuple qui n'est plus représenté. Il y a eu un manque de discernement objectif, me semble-t-il, de la part de ces juges, de ces magistrats, qui, au prétexte d'asseoir leur pouvoir, leur nouveau pouvoir, dans le fond, face à un pouvoir politique en effet très faible et qui a donné les moyens aux juges, effectivement, d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, il y a malgré tout là un déséquilibre démocratique qui devient urgent à régler. Il paraît qu'on a été la risée de Poutine qui a fait un communiqué pour rigoler effectivement de ce que la justice permettait ou ne permettait plus dans le processus démocratique. Donc on se couvre de honte. Il ne faut pas oublier ça. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce point de droit, Olivier d'Artigol ? Ce qui est intéressant à suivre aussi dans les prochains jours, c'est la gestion politique par le Rassemblement national de cette nouvelle séquence. Est-ce qu'ils vont jouer donc les recours, bien évidemment, sur le plan juridique, mais politiquement, il sera intéressant d'écouter la tonalité de Jordan Bardella demain matin sur vos ondes. Est-ce qu'il y aura la tentation d'une transition douce vers Jordan Bardella ? Ou alors la volonté d'allumer une crise politique en posant très rapidement la question de la censure du gouvernement Bayrou, de mobiliser l'électorat, 13 millions d'électeurs de Marine Le Pen en le mettant devant cette situation en disant « Qu'en pensez-vous ?» Que cela va-t-il produire au sein même du Rassemblement national où on sait qu'il peut y avoir un débat sur la ligne à adopter. Bon, avant de parler des conséquences pour le Rassemblement national, Jacques Serret, selon vous, est-ce que Marine Le Pen s'y attendait à cette décision ? On rappelle qu'elle a quitté l'audience avant la fin, Elle est partie avant la fin, en effet, elle est partie dès l'instant où il y a eu ce mot d'inéligibilité prononcé par la présidente du tribunal. Non, elle ne s'y attendait absolument pas. Et pour le coup, dans les différents échanges qu'on pouvait avoir avec les personnalités... Elle se disait sereine, hein, encore hier. Oui, mais on pourrait dire c'est de l'affichage, mais en tout cas... C'est vrai, elle ne s'y attendait pas, ses plus proches ne s'y attendaient pas non plus, et il y avait presque un tabou finalement à aborder ces questions-là. C'est quelque chose dont personne ne voulait parler au sein du Rassemblement national, cette possibilité qu'elle soit empêchée à se présenter. Pour rebondir sur ce que disait Olivier, il y a aussi une interrogation sur la réaction de ses adversaires. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, les propos de Gérald Darmanin, qui lui-même expliquait qu'il ne souhaitait pas cette situation. Au sein même de l'entourage du Premier ministre, également, François Bayrou était dans un sens où... Ça va créer du nom de choc. Ce sont des adversaires de Marine Le Pen, mais il voulait véritablement la combattre dans les urnes, devant les électeurs. Et donc, et ça pose une autre question ensuite, ça va être la légitimité finalement de cette élection à venir de la présidentielle. Comment les candidats vont pouvoir se positionner par rapport à ça, sachant que aujourd'hui la favorite à cette élection est potentiellement empêchée. Yvan Rieufol. Oui, je pense qu'on peut partir de cette hypothèse que l'opinion va a priori se reconnaître derrière le mouvement que l'on veut empêcher d'apparaître dans les élections. Et donc, ce populisme qui effraie toute une partie d'un système politique qui voit qu'il est ébranlé malgré tout par ce réveil des peuples et ce réveil des dirigeants qui veulent se mettre à leur écoute, ce populisme-là risque en effet de retrouver une nouvelle dynamique. Alors, une nouvelle dynamique peut-être, en effet, malgré tout, avec Marine Le Pen, si elle arrive à se sortir de ce guêpier-là, ou Jordan Bardella, mais peut-être même à travers des candidats républicains. Je pense à Bruno Retailleau, qui lui peut-être également voit s'éclaircir, si je puis dire, encore davantage un parcours présidentiel qu'il a entamé sous les spots et d'une manière assez brillante, et qui, me mettant à sa place et voyant effectivement que le Rassemblement national pourrait être à ce point affaibli qu'il ne pourrait pas en tout cas avoir comme candidature celle de Marine Le Pen, peut-être celle de Bardella, pourrait se trouver lui aussi le révélateur de non pas de ce populisme, parce que c'est pas un mot qu'il emploierait, mais en tout cas de cette colère française. Jacques Serret, vous voulez ajouter quelque chose ? Et au-delà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la prochaine présidentielle, mais là où ça crée une zone de turbulence finalement, c'est dès maintenant, ce sont pour les prochains mois, ça crée de l'instabilité également dès aujourd'hui pour le gouvernement Bayrou, puisque on peut considérer que le Rassemblement national aura peut-être un peu moins de scrupules à censurer le gouvernement actuel. Alors justement, selon le Figaro, le Premier ministre aurait confié en privé sa crainte d'un choc dans l'opinion. Olivier d'Artigol, cette motion de censure, cette menace de censure, d'autant plus que plane. Le Premier ministre connaît bien les affaires judiciaires sur les assistants parlementaires européens, où il a été relaxé. Cela serait la première fois depuis 1981 qu'un Le Pen ne peut pas se présenter à une élection présidentielle. C'est donc une bascule
politique, mais c'est au-delà, j'ai envie de dire, ça relève aussi du lien au pays. Donc ça peut créer un effet domino dont on ne connaît pas aujourd'hui la puissance et la nature. Est-ce que Bruno Retailleau peut être tenté aussi dans sa volonté de gagner face à Laurent Wauquiez, de surjouer la dimension, j'ai envie d'aller encore plus sur le terrain de Marine Le Pen, sur la réponse régalienne et sécuritaire. On voit bien que ce qui se passe aujourd'hui aura véritablement un effet très très important de décomposition, recomposition de notre paysage politique. Moi j'irais un peu plus loin, je vois presque une démarche suicidaire de la part de la justice à se présenter telle que l'on pense qu'elle est, c'est-à-dire d'une justice à ce point militante et à ce point politisée, qui essaye même à travers cet épisode de retrouver, de se venger dans le fond d'un pouvoir politique. Et j'argumente dans ce sens à travers cette affaire Sarkozy, qui naturellement n'est pas ce qui nous retient aujourd'hui, mais qui malgré tout a été infamante dans la mesure où également le parquet a réclamé 7 ans de prison, c'est-à-dire ce que l'on réclame. Il y a un processus d'humiliation selon vous ? Comme il y a un processus d'humiliation selon vous ? À l'évidence. Et donc un processus d'humiliation qui est mu par justement, précisément, ce désir d'humilier d'abord un pouvoir, ce désir d'humilier un président de la République, et à travers des réquisitions qui sont extravagantes. 7 ans de prison ferme, c'est ce que l'on réclame. J'entendais ceci ce matin sur Europe 1, pour ce qu'on réclame pour des narcotrafiquants d'envergure. Oui. Il y a, dans le dossier Sarkozy, dans le dossier de Nicolas Sarkozy, il y avait aucune preuve. Il y avait une absence de preuve. Et sans preuve. Non, voilà. mais de matérialité, en revanche, dans celui du procès du RN, il y a des preuves et il y a quand même. Il y a effectivement les dossiers. Ça peut se comparer malgré tout, parce que là aussi, il y a une sorte d'acharnement de la part du tribunal à ne pas avoir voulu entendre, ne serait-ce que ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel vendredi dernier dans son jugement, disant qu'il fallait une proportionnalité. Une proportionnalité, ça veut dire de trouver une sorte d'équilibre en fonction de la gravité des faits. Ce ne sont pas des faits qui étaient si graves que ça. Je crois que la moitié des partis politiques. Quelle aurait été la proportionnalité ? La proportionnalité aurait été d'éviter cette exécution politique et peut-être d'arriver effectivement à une condamnation. Disons très clairement que le jugement sur celui-ci, bien sûr. Au regard du préjudice, plus de 4,5 millions, avec un débat politique sur ce que peut faire ou pas un assistant parlementaire européen. Sur cette dimension-là, il y a eu débat. J'ai le sentiment. Mais c'est pas les juges, ça. J'ai le sentiment. C'est la loi. Oui, c'est la loi. Il y avait quand même eu un débat juridique. En fait, c'est parce que dans un cas de détournement de fonds publics, en fait, il faut motiver l'absence d'inéligibilité. C'est-à-dire que l'inéligibilité est automatique. Oui. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un choix des juges. Oui, le juge. C'est le législateur qui a choisi, c'est ce que disait Yvan Rioufol tout à l'heure. Et c'est aussi le climat de l'affaire Cahuzac. Comme quoi légiférer sous la pression, sous les passions, est-ce que le législateur dans ce moment-là n'a pas mis un cran supplémentaire qui est de trop par rapport à la libre expression du suffrage universel et de la liberté de choisir son bulletin. C'est le drame. Il y aura un débat. C'est le drame de la politique française qui est toujours de vouloir flatter la moralisation. Vous rappelez-vous que quand Louis XVI est arrivé au pouvoir en 1774, immédiatement, il a retoqué la réforme qui avait été celle de Louis XV, qui avait congédié les parlements, c'est-à-dire qui était à l'époque des cours de justice. Et donc, c'est effectivement la justice, les parlements de l'époque qui ont condamné Louis XVI à appeler les États généraux et donc à ouvrir cette nouvelle révolution française. Je ne sais pas si on a ce processus révolutionnaire qui s'est ouvert, mais en tout cas, l'histoire nous met en garde. Et parlons des conséquences. Est-ce que c'est un coup d'arrêt ? Vous le rappeliez tout à l'heure, Olivier d'Artigol, pour la première fois depuis 81. Il n'y aura pas donc de Le Pen aux élections présidentielles, à la prochaine présidentielle, si les recours ne sont pas fructueux. Est-ce que c'est un tournant ? Est-ce que c'est une page qui se tourne définitivement aujourd'hui ? Bien évidemment, parce que si donc les recours ne sont pas positifs pour Marine Le Pen, les Français aiment bien le personnel politique qui a un peu de cicatrice. Mitterrand ayant dit j'ai plus de cicatrices que de peau. C'est-à-dire qu'ils ont connu des épreuves. Elle a connu l'épreuve du débat de second tour en 2017. Elle a connu la concurrence d'Éric Zemmour en 2022. Elle a connu les épreuves de la vie. Et alors qu'elle était donnée en très mauvaise situation à bien des moments, elle est chaque fois revenue. Et donc elle arrivait là vers une quatrième
une candidature où on pouvait se dire elle est plus aguerrie, plus affûtée, plus expérimentée que le coup d'avant. Et avec en plus l'impossibilité pour le président sortant de se représenter. Donc il y avait un sentiment d'alignement des planètes. Or, aujourd'hui, ce qui vient de se passer, c'est véritablement un cataclysme pour elle. Mais n'est-ce pas, quelque part, un marqueur aussi de son parcours chaotique? Parce que finalement, elle a toujours été empêchée, contrariée. Il y a eu ça, qu'on veuille il a fallu qu'elle sorte de son père. Elle s'est construite précisément sur cette image répulsive, mais c'est une image répulsive qui devenait attractive, justement. Et c'est là-dessus, naturellement, qu'elle va jouer, parce qu'il y a une grande frustration de la part de l'opinion, en tout cas qui se reconnaissait à travers les antisystèmes, mettons-la dans les antisystèmes. Je vous rappelle tout de même qu'en 2005, 55% des Français avaient voté contre la Constitution européenne, et malgré tout, on leur avait refourgué la Constitution européenne en ne tenant pas compte de leur vote et de leur voix. Et là, c'est un petit peu la même chose qui se profile, c'est-à-dire que, encore une fois, le système, qui est de mon point de vue un système de plus en plus affaibli, le système, c'est-à-dire cette mondialisation, etc., cette société ouverte, qui est représentée par tous ceux qui s'opposent à Marine Le Pen, ce système-là ne veut pas non plus admettre qu'il n'est plus dans l'air du temps, et il est prêt à toutes les bassesses et à toutes les violences démocratiques pour subsister. Et je pense que c'est ce qui se voit aujourd'hui. C'est pour ça que je mets en garde contre une tentative d'insurrection populaire. On voit que l'insurrection populaire, pour l'instant, prend comme prétexte les ZFE, les zones de faible émission, parce que cela sème une discrimination auprès des automobilistes les plus pauvres. Oui. Mais ça, c'est rien du tout par rapport à cette discrimination démocratique qui va toucher maintenant toute une partie, un tiers ou des Français qui voulaient se reconnaître derrière Marine Le Pen. Et donc, c'est potentiellement révolutionnaire. Avant de se projeter désormais sur la stratégie du Rassemblement national, désormais, quelques réactions politiques, Jacques Serret. Oui, en ce qui concerne les réactions, il est vrai de constater que quand on faut partir, entre guillemets, du bloc central de Renaissance jusqu'à l'aile gauche, qui soit ne commente pas, soit se satisfait de cette décision de justice. Prisca Thévenot de Renaissance, la justice s'est prononcée et à ce titre, nous devons la respecter. La question que je pose maintenant au Rassemblement national et peut-être à d'autres qui sont sur cette ligne-là, c'est à partir de combien dans les sondages on estime qu'on est au-dessus des lois? Voilà ce que déclare Prisca Thévenot. Marine Tondelier, les écologistes, Marine Le Pen doit payer sa peine et elle est une justiciable comme les autres. Jérôme Guedj du Parti Socialiste, une décision de justice doit être respectée. Manuel Bompard, nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable quel qu'il soit. Et justement, on a la réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'instant qui vient de tomber. La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Donc Jean-Luc Mélenchon qui lui critique finalement cette décision. Point commun avec les différents représentants de la droite qui commencent tout juste à réagir. Laurent Wauquiez, des Républicains, regrette une décision très lourde et exceptionnelle. Laurent Wauquiez qui juge que cela n'est pas très sain dans une démocratie. Voilà pour les premières réactions. Merci Jacques Serret. Jean-Luc Mélenchon, populisme. Et ça a toujours été ça, c'est le référendum révocatoire, c'est la 6e, ça a toujours été un axe de son projet politique et de dire que cela doit revenir au suffrage universel, au vote citoyen et non pas à la justice, en termes de destitution. Mais c'est le débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le débat entre inéligibilité et exécution immédiate. Alors on va parler de la stratégie. C'est le débat entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, c'est surtout ça. Je pense que quand je parlais de coup d'État judiciaire, c'était par rapport aux hommes politiques qui se trouvent relégués à des rôles subalternes. Et justement, qui pour prendre la suite, comment va se passer le processus de désignation du candidat? Écoutez l'analyse de Gilbert Collard, l'ancien eurodéputé du RN qui a réagi ce matin au micro de Pascal Praud dans Pascal Praud et vous sur Europe 1. Je pense qu'il y aura un débat en interne dans lequel Marine va intervenir bien évidemment et que la question de savoir qui serait le meilleur candidat à la place de Marine, si Marine était empêchée, ce qui est hélas fort probable, serait le mieux placé. Qui veut réagir? Il n'y a pas véritablement de suspense dans le Marine Le Pen avait même indiqué que pas pour la prochaine présidentielle, mais pour celle d'après, ce serait Jordan Bardella. Le débat qu'il va y avoir au sein du Rassemblement national, c'est de savoir quelle stratégie face à cet événement, face à cet ébranlement, à ce séisme. Est-ce qu'il faut jouer les institutions, aller vers justement Jordan Bardella, candidat qui remplacerait la candidature naturelle de Marine Le Pen, ou comme cela est défendu dans une partie du Rassemblement national, renverser la table,
aller vers la censure du gouvernement Bayrou, appeler au peuple face à ce coup d'État qui sera très certainement présenté comme un coup d'État de la justice contre la vie démocratique. Il y aura un vrai débat au RN là-dessus, et Marine Le Pen n'a peut-être pas, à l'heure où nous parlons, pris sa décision. Les deux scénarios sont plausibles. Je pense qu'il y aura d'abord un appel effectivement au peuple afin qu'effectivement qu'il se révolte, parce que c'est malgré tout une décision révoltante, peu importe ce que l'on peut penser de Marine Le Pen. Quant à savoir si Jordan Bardella est profilé pour être président de la République, si vraiment Marine Le Pen avait à cesser effectivement son parcours, moi j'émets quelques doutes malgré tout, parce qu'il a beaucoup de talent, c'est une affaire entendue, mais enfin il a un parcours qui reste un parcours assez limité, et je ne crois pas que les Français puissent s'identifier à ce point à un jeune homme qui n'a pas suffisamment de cicatrices. La question lui sera posée demain matin, il répondra en exclusivité. Je le rappelle, Jordan Bardella, invité à 8h10 de Sonia Mabrouk et de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. Jacques Serret. Mais c'est vrai qu'il y a un total mystère, Jordan Bardella. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas testé dans les sondages. Donc on ne sait pas, dans l'éventualité d'une présidentielle, cette situation est tellement inédite finalement qu'on ne sait pas quelles conséquences pourrait avoir un empêchement de Marine Le Pen. Est-ce qu'il récupérerait cet électorat ou pas? Est-ce qu'il ferait plus? Est-ce qu'il se ferait moins? Et puis il y a cette question. Jordan Bardella aujourd'hui a 29 ans. En 2027, au moment de l'élection présidentielle, il n'aurait que 31 ans. Il irait sur ses 32 ans. Est-ce que les Français aujourd'hui sont prêts à voter pour un jeune homme finalement de 32 ans. Bon, après, Emmanuel Macron a été élu à l'âge de 39 ans. Il est testé dans les enquêtes de cote de popularité, d'adhésion. Et dans un très récent de ce week-end, il est devant Marine Le Pen. Oui, mais enfin, c'est une question d'image. Mais là, encore une fois, là, ce n'est plus c'est plus tellement de l'image. Quand vous êtes président de la République, vous conduisez un peuple. Est-ce qu'il est apte à conduire un peuple? On lui posera la question demain matin, 8h10. Je vous le redis une dernière fois, invité exceptionnel de Sonia Mabrouk et de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. Merci à tous. On se retrouve évidemment demain et n'oubliez pas, l'information continue sur Europe 1.